Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, à quoi devait servir ce rassemblement aujourd'hui? Il devait démontrer que dans une crise politique, le peuple, en cas celui qui a voté pour moi à la primaire, celui qui défend les valeurs de la droite et du centre, était derrière son candidat et était surtout derrière le projet de son candidat. J'ai envie de dire, et je l'ai dit aujourd'hui, que malgré mes erreurs, 200 000 Français se sont déplacés de toute la France en 3 jours pour venir m'apporter leur soutien au Trocadéro dans une manifestation qui a été sereine, républicaine, démocratique, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on nous a expliqué pendant plusieurs jours, la manifestation contre les juges, la manifestation contre la presse. Tout cela, c'était un mauvais procès d'intention. Vous êtes assez fin politique pour savoir qu'un meeting comme celui-là, d'autres les ont réalisés avant vous. On se souvient de celui de Nicolas Sarkozy au Trocadéro. Il a échoué en 2012, c'était le même quasiment. Oui, attendez, il a échoué à l'élection présidentielle, au deuxième tour de l'élection présidentielle. On n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, la question c'est de savoir si ma candidature, validée par la primaire, avec le projet de rupture que je propose, qui de mon point de vue est le seul qui peut permettre le redressement national, est toujours soutenu par une majorité d'électeurs de la droite et du centre. C'est ce que je crois et je l'ai démontré cet après-midi. Aujourd'hui, vous aviez plutôt un message d'apaisement par rapport aux mots de la semaine. Pas d'état de droit violé, pas d'assassinat politique. Aujourd'hui, on a entendu des mots, des références à la République, à Voltaire, à Rousseau. François Fillon est redevenu François Fillon, pour ceux qui s'en inquiétaient, qui voyaient une phase de trumpisation de votre campagne, parce qu'il y a eu des mots durs. Il n'est pas anormal que, confronté à des événements d'une extrême violence, et en plus auxquels je ne suis pas préparé, parce que, comme je l'ai toujours répété, en 36 ans de vie publique, mon nom n'a jamais été cité dans aucune affaire. Donc vous avez été trop loin cette semaine? Donc peut-être que ma réaction a été parfois trop violente, mais elle est à la mesure de la violence que j'ai reçue. En même temps, aujourd'hui, vous vous positionnez finalement comme le candidat du peuple contre les factions, les carrières. Vous ne reconnaissez aujourd'hui que le tribunal des Français et surtout pas celui des Républicains? Bien sûr. L'élection présidentielle, ça n'a jamais été l'élection d'un parti. Mais vous avez été mandaté par une primaire issue des Républicains. Non, j'ai été mandaté par une primaire à laquelle ont pu voter tous les Français qui l'ont souhaité. Il y a, 200 000 militants des Républicains, il y a 4,5 millions de Français qui sont allés voter. Et penser que le peuple français, que les gens qui se sont déplacés, qui soutiennent ce projet, on va pouvoir leur ôter leur vote par des petits arrangements de couloir, ça c'est totalement contraire à l'esprit de la Ve République. Sincèrement que si les Français avaient été au courant de cette affaire, avant la primaire, vous auriez remporté cette primaire. C'est une question que vous vous êtes posée ou pas? Et moi je vais vous poser la question, vous pensez que les 200 000 Français qui sont venus aujourd'hui, ils seraient venus s'ils ne me soutenaient pas, s'ils n'avaient pas conscience que malgré les erreurs que j'ai commises et que j'ai reconnues, même si il n'y a rien d'illégal dans ce que j'ai fait, mais j'ai reconnu qu'il y avait au fond quelque chose qui avait choqué les Français. Malgré cela, les Français pensent que le projet qui est le mien est le seul qui peut permettre le redressement national. Les Français je suis pas autiste. Une partie des Français et une partie de la droite qui est venue se déplacer aujourd'hui. Absolument. Mais je suis pas autiste. Je vois bien les difficultés, j'entends bien les critiques. Et je suis quelqu'un qui n'est pas jusqu'au boutiste, n'est pas enfermé dans une certitude. Mais il y a une chose que je constate, et je l'ai encore constaté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est qu'il n'y a pas de projet qui permette réellement de redresser le pays. Et au fond, la question qui va se poser, et qui commence, je pense, à inquiéter beaucoup de Français, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir le choix entre Mme Le Pen et M. Macron? Et il y a également une inquiétude. C'est votre attitude pour certains au sein de votre parti. On va regarder. Ces dernières heures ont été une nouvelle fois marquées par différentes annonces de celles et ceux qui envisagent désormais votre retrait. Bonsoir Guillaume Darey. Vous êtes au siège des Républicains. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont parlé hier soir et aujourd'hui. Dans les coulisses, on continue à discuter avant un comité politique convoqué demain chez les Républicains à 18h. Absolument, et ça ne sera pas une réunion comme les autres, puisque la seule question que vont se poser ceux qui seront autour de cette table, ce sera une question lourde de sens, me disait tout à l'heure un membre du parti, ce sera très clairement cette question-là. François Fillon peut-il ou non demeurer le candidat des Républicains? Un membre de l'entourage d'ailleurs du candidat me disait tout à l'heure que François Fillon pourrait peut-être se rendre à ce comité politique ici. En tout cas, vous l'avez vu ces dernières heures, la pression s'est encore un peu plus accentuée sur l'ancien Premier ministre, avec notamment cette initiative commune lancée
commencer par 3 présidents de région, Christian Estrosi, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ils demandent à rencontrer François Fillon demain pour essayer de le convaincre, je cite, d'une sortie respectueuse. Et puis vous l'avez dit, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont parlé. Tous les deux semblent d'accord sur le fait que ça ne peut plus durer. Mais visiblement, ils ont un peu plus de mal à trouver les modalités concrètes pour mettre en place une solution pour la suite. François Fillon, la question est claire. Est-ce que vous allez vous y rendre d'abord à ce comité politique? Oui, ce comité politique, c'est moi qui l'ai installé, constitué. Donc vous allez vous y rendre. J'irai Donc vous n'êtes pas naturellement. convoqué. On ne va pas vous mettre sous tutelle. C'est pas ça le. Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat. Encore une fois, j'écoute ce qu'on me dit, mais je veux dire que démocratiquement, j'ai été désigné. J'ai 1500 parrainages. J'ai ma campagne malgré les défections qui se déroulent. Donc personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je n'écoute pas, que je ne suis prêt à dialoguer. Cela veut dire Mais quoi, je veux dire François simplement que c'est ma décision. Et cette décision, elle a été aujourd'hui confortée par ce rassemblement populaire dont tout le monde pensait qu'il serait un échec et qui a été une réussite. Question simple. Allez-vous retirer votre candidature, oui ou non? La réponse est non. Jamais, à aucun... La réponse est non. Je ne vois pas de raison de le faire. Et surtout, je pense profondément que le retrait de cette candidature aboutit à une impasse politique pour la famille qui est la mienne, c'est-à-dire pour la droite et le centre. Je pense que toute candidature improvisée aujourd'hui, à 50 jours de l'élection présidentielle, avec un projet qui ne serait pas un projet de rupture, qui ne serait pas un projet au fond radical comme celui que j'ai proposé et qui a occasionné ma victoire à la primaire, je pense que toutes ces candidatures conduiront à un échec. Une candidature d'Alain Juppé est illégitime? Elle n'est pas illégitime, mais enfin Alain Juppé a... Elle ne correspond pas au programme politique. Elle ne correspond pas à mon programme politique, elle ne correspond pas au choix des électeurs de la droite et du centre. Si les électeurs de la droite et du centre avaient voulu le projet d'Alain Juppé, ils auraient voté pour Alain Juppé à cette élection. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan Alain Juppé? Il n'y a pas de plan alternatif? En tout cas, je n'ai pas entendu Alain Juppé annoncer sa candidature. S'il l'annonçait, ça serait un schisme au sein de votre famille politique? Ça vous pousserait à réfléchir? On en parlera. Donc les discussions sont ouvertes et en même temps vous me dites pas de retrait possible. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas le parti qui va décider. C'est pas dans les coulisses qu'on va choisir. J'ai vu qu'il y avait des présidents de région qui veulent me rencontrer pour me parler. Si on fait une réunion avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et vous, c'est une réunion possible qui mérite d'exister. Je parle avec Nicolas Sarkozy très régulièrement. Qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs en ce moment? Ça c'est entre lui et moi. Mais j'ai parlé à Alain Juppé avant chacune de mes décisions. Et naturellement, je parle avec tous ceux qui veulent parler avec moi. Mais c'est pas des présidents de région ou c'est pas des anciens candidats à la primaire qui vont prendre la décision à ma place. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je le ferai en cherchant à chaque instant l'intérêt général. Patrick Stefanini, c'est un personnage important qui est votre directeur de campagne. Il a évoqué quelque chose, c'est finalement votre volte-face sur cette mise en examen. On va écouter, le 24 novembre dernier, vous étiez face à Alain Juppé, c'était lors de ce débat pour la primaire. Voilà ce que vous disiez. On écoutera votre réaction dans un instant. Regardez. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire. Ça avait créé quelques émois parmi certains dans la classe politique. C'est pourtant une évidence. C'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen, doivent avoir une attitude exemplaire. C'est la jurisprudence Balladur. Si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Je sais que c'est pas juste. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Mais l'expérience qui a été la mienne dans plusieurs gouvernements et dans celui que j'ai dirigé me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. François Fillon, ce n'était pas un virage politique en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans de carrière, c'est un virage en 10 semaines. Je vous ai entendu, les Français vous ont entendu, et aujourd'hui... Je n'ai pas changé d'avis sur cette question. Malgré tout, si, oui, forcément. En tout cas, c'est ce que les Français perçoivent et ce que vous-même, vos proches collaborateurs perçoivent. Je ne renie pas les propos que j'ai tenus. Mais je veux dire deux choses. Un, je suis innocent. J'ai rien à me reprocher sur le plan légal, même si j'ai reconnu que sur le plan moral, on pouvait discuter de cette pratique qu'il faudra supprimer, qui consiste à travailler avec ses proches. Mais surtout, c'est le calendrier judiciaire qu'on m'impose qui est un véritable hold-up démocratique.
un calendrier judiciaire qui conduirait à ma mise en examen 48 heures avant la clôture des inscriptions. Et il y a moi, je respecte... Complot politique, complot judiciaire, on a entendu des mots forts. J'ai jamais parlé de complot judiciaire. Je pense que parfois elle peut être instrumentalisée. Mais en tout cas, je constate que le sort qui m'est fait est une première. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des élections présidentielles sous la Ve République une situation comme celle-là. Si vous envisagez cette question... Si j'avais été mis en examen il y a 2 mois, je n'aurais pas été candidat à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, vouloir, par une mise en examen, m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, je ne dis pas que c'est l'objet de la justice et des juges, mais en tout cas, ça aboutit à une sorte de hold-up démocratique. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, sincère et profonde, de qui a orchestré tout cela, selon vous? Non. Je n'en ai aucune. Vous souhaiterez le savoir un jour, j'imagine? J'espère pouvoir le savoir un jour, parce que ce sont des pratiques qui sont honteuses pour la démocratie. Voilà, c'est normal que la justice fasse son travail, il n'y a pas de discussion sur ce sujet, mais qu'à chaque élection présidentielle, il y ait un candidat, en général celui qui est le favori d'ailleurs, qui soit la cible de toutes ces attaques, c'est quand même extrêmement troublant. On peut, au premier jour de son arrivée à l'Élysée, être protégé par une immunité, finalement, j'ai dit. Ça ne changera strictement rien. À la fin de mon mandat, je retrouverai la procédure qui est engagée. Donc, vous pouvez être élu président de la République et bénéficier de cette immunité si la procédure est toujours en cours. Bien sûr. L'affaire va se poursuivre dans les jours qui viennent. Les Français suivent ce feuilleton qui les éloigne, bien évidemment, du débat de fond. Vous le dites souvent. Les autres candidats le disent également, bien évidemment. Oui. Juste, vous allez être entendu. Votre épouse va être entendue dans les prochains jours. Vos enfants vont être entendus. Ça va être à chaque fois des pauses, et vous le savez, ça va être suivi, ça va être médiatisé. C'est un feuilleton que forcément les uns et les autres, suit. Bien sûr, c'est fait pour m'empêcher d'être candidat. Et donc il faudrait que, parce qu'on a décidé ce calendrier-là, je choisisse, moi, de renoncer à un projet dont je suis convaincu que c'est le seul qui peut redresser le pays. Il n'y a aucune forme d'enfermement de votre part, certains l'évoquent. Il n'y a pas d'enfermement. S'il y avait un enfermement, il n'y aurait pas 200 000 personnes qui seraient venues me soutenir. 200 000 personnes, ce n'est pas la France, François Fillon, mais vous le savez. 200 000 personnes convoquées en 3 jours. Et 40 000 selon les sources policières. Rien que l'esplanade des droits de l'homme en contient 80 000 et ça débordait de tous les côtés. Donc, mais si d'autres candidats sont capables d'en faire autant, qu'ils le fassent. Et surtout dans les circonstances, compte tenu de tout ce qui m'est tombé dessus depuis un mois, compte tenu de la violence des commentaires, compte tenu du fait que, on a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin. On a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin sur des chaînes de télévision. Compte tenu de tout ça, le fait que cette manifestation ait été une réussite, c'est pour moi la démonstration que ma légitimité reste très forte. François Fillon, qu'est-ce qu'il y a de plus important, la victoire de vos idées ou votre victoire personnelle aujourd'hui? Certainement pas ma victoire personnelle. Vous savez, compte tenu de ce que j'affronte, je ne peux pas vous dire que c'est une partie de plaisir. Voilà. Et en plus, compte tenu des attaques contre ma famille, c'est quelque chose qui, évidemment, me fait du mal et me blesse. Mais à chaque fois que j'hésite, et ça m'est arrivé, je me retourne derrière moi et je vois ce que j'ai vu cet après-midi, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes qui attendent que j'aille au bout, que je tienne les engagements qui sont les miens, et beaucoup d'élus. J'entendais tout à l'heure, vous disiez, il y a beaucoup de défections, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de défections, mais enfin, il y avait des centaines d'élus, de parlementaires qui étaient présents sur la tribune cet après-midi. À revenir finalement, à revenir vers vous. Bien sûr, d'ailleurs, je vais prendre des initiatives pour rassembler ma famille, parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas évidemment autiste. Par exemple, comment? Je sais que pour gagner, il faut que je rassemble ma famille, il faut que certains de ceux qui sont partis, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui sont partis tellement souvent, plusieurs fois ces derniers mois, que ça devient une habitude. Qui écoutez-vous encore aujourd'hui, François Fillon? Mais j'écoute François Baroin, j'écoute Luc Châtel, j'écoute Éric Ciotti, j'écoute tous ceux qui étaient là autour de moi et avec lesquels on peut construire une équipe. Et je proposerai dans les prochains jours d'ailleurs la constitution de cette équipe qui démontrera que je suis capable de rassembler pour la campagne, mais aussi pour le gouvernement. Qui est votre principal adversaire dans cette campagne? Certains disent vous-même. Il y en a d'autres? Mon principal adversaire, c'est Madame Le Pen. C'est Madame Le Pen qui, aujourd'hui, s'approche de plus en plus du pouvoir. C'est Madame Le Pen qui profite du désordre qui s'est installé et qui est quand même devenu très excessif, quoi. Je veux dire, je ne veux pas faire de reproches aux médias, mais enfin,
Bon, les faits sont connus, il y a une procédure en cours, tout le monde en a parlé. Maintenant, on peut peut-être, 50 jours de l'élection présidentielle, parler du terrorisme, parler de la sécurité, parler du chômage, parler des rapports avec les États-Unis, parler du totalitarisme islamique. Ça, c'est des sujets. On ne peut pas imaginer quand même d'aller au bout de cette campagne sans aborder les sujets de fond. C'est pour ça que les Français et une partie de votre camp demandaient une clarification. En tout cas, elle est faite ce soir. Votre affaire, cette situation actuelle, face à cet état de sidération dans laquelle les Français étaient déjà au début de cette campagne, est-ce que vous ne considérez pas que vous êtes un accélérateur de particules, justement pour Marine Le Pen? Vous en êtes le meilleur rempart? Je pense qu'au contraire, le projet que je propose est le seul qui permette vraiment de s'y opposer. C'est pas en proposant un projet de centre-gauche qu'on va pouvoir convaincre les Français qui sont de plus en plus nombreux à aller vers Marine Le Pen de s'en détourner. Vous avez évoqué cet après-midi que ces dernières heures, vous avez vécu des scènes qui ont conduit à votre dégoût. Oui, parce que franchement, il y a voir les des petits gens arrangements entre amis, les défios. Voir des gens partir après de longues périodes de collaboration, c'est évidemment toujours difficile. Mais encore une fois, c'est pas dans les coulisses que les choses vont se jouer. Aujourd'hui, un homme et le peuple, c'est ça votre définition de la présidentielle? Bien sûr, ça a toujours été ça. Et il n'y a plus de doute, vous irez jusqu'au bout? Il n'y a pas de doute chez moi, même si je veux parler avec mes amis. On a bien compris qu'il n'y a pas « j'irai jusqu'au bout » ce soir, par rapport à il y a quelques jours. Non, mais il y a « j'irai jusqu'au bout », mais je veux dire, cette formule donne le sentiment... On peut aller au bout de l'histoire sans aller au bout de la présidentielle. Non, cette formule donne le sentiment que vous avez essayé plusieurs fois d'évoquer, d'une sorte d'enfermement. Je ne suis pas du tout enfermé, je suis plutôt autiste. Je veux convaincre mes amis que le projet que je propose est le seul qui nous permette de redresser le pays. Merci François Fillon. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la famille Troadec. 2 de leurs proches, un homme et une femme, ont été interpellés ce matin